Les humains et le clan des démons ont uni leurs forces contre un ennemi encore plus puissant. Le champ de bataille était couvert de cadavres de soldats. Les seuls encore debout étaient une belle femme blonde connue sous le nom de l'héroïne et l'homme aux cheveux argentés connu comme le roi démon. Ils observent un vortex s'ouvrir dans le ciel noir. Lentement, une main pâle aux griffes acérées en émerge. Ygri et l'héroïne attendent l'apparition complète de la créature, anticipant leur mort. Du portail émerge une silhouette encapuchonnée et enveloppée dans une cape, le visage caché, 6 bras et un œil brillant qui observe depuis le centre du manteau. Les démons et les humains appellent ce type de créature l'étranger. L'héroïne dégaine son épée et assène un coup qui fait exploser la créature. Mais lorsque la fumée se dissipe, il devient évident que l'étranger n'a subi aucun dégât. Il s'approche de l'héroïne pour l'éliminer. Ygri prépare un rayon d'énergie magique, distrayant le monstre avant qu'il n'atteigne l'héroïne. Il tire alors le rayon de toutes ses forces, parvenant à réduire l'étranger en cendres. Le duo se sent soulagé d'avoir enfin remporté la victoire, mais ce soulagement est de courte durée. De multiples vortex s'ouvrent successivement dans le ciel, et de chacun d'eux surgit un monstre géant et unique, avec des caractéristiques différentes. Devant le duo apparaissent d'innombrables monstres qui, individuellement, les surpassent. Le personnage se résigne au fait que ce sera leur dernier combat ensemble. Il propose qu'il fasse en sorte que cette dernière résistance en vaille la peine. L'héroïne lui dit qu'il existe encore des options et libère une magie qui enveloppe Ygri d'une aura dorée. Elle explique que c'est un pouvoir capable d'envoyer une âme vers un autre point dans le temps et l'espace. Elle révèle qu'elle est déjà morte une fois et a été réincarnée dans le monde d'Ygri et que la déesse de la réincarnation lui a accordé la capacité de se réincarner à nouveau. Elle dit qu'elle va maintenant lui offrir ce don. Ygri touche la lumière dorée et sent que c'est un pouvoir plus grand que tout ce qu'il a déjà expérimenté. L'héroïne explique que les étrangers sont apparus il y a 3 ans et que les quelques-uns qui sont arrivés au début se sont reproduits en masse jusqu'à devenir innombrables. Elle dit au démon qu'elle a l'intention de l'envoyer à une époque antérieure à l'apparition des étrangers dans le but de les éliminer avant que beaucoup de ses compagnons ne meurent. Ygri proteste, demandant pourquoi elle se sacrifie alors qu'elle pourrait utiliser le sort de réincarnation sur elle-même. L'héroïne admet qu'elle accorde plus de valeur à sa vie qu'à la sienne propre. Ygri se souvient de leur première rencontre, lorsque l'héroïne a fait irruption dans son château, prête à l'affronter, l'épée à la main. Au lieu de se battre, ils ont fini par discuter et résoudre leur conflit. Finalement, humains et démons ont célébré leur union et, durant ces jours paisibles, tout le monde était heureux. L'héroïne et Ygri sont devenus de grands amis. Il se souvient d'une des nuits où ils ont discuté et réalise qu'il est tombé amoureux de Val, l'héroïne, au premier regard. De retour au présent, Val dit à Ygri que le lanceur du sort de réincarnation doit mourir pour qu'il soit activé. Elle regarde les monstres autour d'elle et voit que cela ne posera pas de problème. En souriant, elle dit qu'elle est sur le point de faire ses grands adieux en tant qu'héroïne. Ygri essaie de l'arrêter, mais il ne parvient pas à sortir de la barrière dorée dans laquelle Val l'a enfermée. Elle dit que, puisque c'est la fin, elle veut avouer quelque chose. Elle poursuit, expliquant qu'il y avait une raison pour laquelle elle ne l'avait pas attaqué immédiatement, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle sourit et révèle qu'elle aussi est tombée amoureuse de lui au premier regard. Elle fonce contre les monstres pendant qu'Ygri regarde, impuissant. Il voit la femme découper des monstres sans relâche jusqu'à être submergée par leurs nombres. Il crie de désespoir en voyant la femme qu'il aime mourir. Il existe une immense arène appelée l'arène royale des esclaves. Dans l'une de ses cellules, un jeune homme nommé Mélo s'entraîne à manier l'épée. Un garde interrompt son entraînement en s'approchant avec une assiette de nourriture. L'homme crache dans l'assiette, l'attend au garçon dégoûté et dit qu'il y a ajouté son assaisonnement spécial. Le garde se moque du sort du garçon parce qu'il est esclave, disant que c'est arrivé parce que sa mère a empoisonné son père. Le garçon crie que sa mère est innocente et qu'elle a été piégée par une noble jalouse. Le garde lui assène aussitôt un coup de poing sur la tête. Le jeune garçon tombe au sol et son assiette de nourriture se renverse. Le garde dit que traiter une noble de vipère est un manque de respect envers la noblesse et commence à piétiner le garçon à plusieurs reprises. Le garçon se souvient du triste souvenir de sa mère, une paysanne, faussement accusée et emprisonnée pour un crime. Même sans preuve, la femme a été exécutée pour le meurtre d'un noble. Le garde attrape le garçon par les cheveux et lui dit qu'il devrait déjà avoir compris sa place. Ensuite, il le relâche et affirme qu'il se retient de ne pas le frapper davantage parce qu'il a un grand combat demain. Il conseille au garçon de considérer son duel avec un noble comme un grand honneur. Le garçon répond qu'il va gagner grâce au sang de guerrier hérité de son père. Le garde se moque de son arrogance et dit qu'un homme sans entraînement comme lui n'a aucune chance de gagner avec une épée émoussée. Le garçon rétorque qu'une épée émoussée reste une épée et peut toujours transpercer la chair d'un ennemi. Le garde rit en s'éloignant, le laissant avec ses petits rêves. Le garçon tend la main pour ramasser son épée par terre. Il saisit la poignée et ressent de la douleur. Il voit que ses mains sont couvertes de blessures et d'ampoules. Malgré cela, il serre la poignée avec conviction. Il s'entraîne à porter des coups, sachant que gagner pourrait signifier une chance de liberté. Il frappe à plusieurs reprises, essayant de s'habituer au poids de l'arme. Le lendemain, le garçon entre dans l'arène pour affronter son adversaire, un jeune en armure qui semble avoir le même âge que lui. Gaston, le noble qu'il s'apprête à affronter. Gaston ironise, faisant preuve d'une fausse compassion parce qu'il est devenu esclave à cause de son sang roturier. Il dit à l'esclave qu'il se sent chanceux de pouvoir vaincre quelqu'un de sang Habsbourg lors de son combat d'ouverture. Le garçon esclave le réprimande de chercher une victoire injuste. Gaston répond en lui disant d'arrêter de se plaindre, car dans leur monde, la naissance a toujours tout déterminé. Ils se vantent d'avoir eu la chance d'avoir des parents nobles de sang pur, ce qui fait grincer les dents du garçon esclave de rage. Gaston appelle son père, qui se trouve sur un balcon spécial au milieu de la foule, et lui demande d'assister à son moment de gloire. Le père regarde son fils avec un sourire malicieux. L'arbitre demande d'abord à Gaston s'ils peuvent commencer. Avant de lancer le début, il avertit les deux concurrents que la magie est interdite. Les deux acceptent les conditions. Gaston attrape l'esclave par l'épaule comme s'ils étaient amis et lui chuchote que ça n'aurait aucun intérêt s'il le carbonisait de toute façon avec de la magie de feu. Le garçon esclave est esséuré par tant d'hypocrisie, puisque Gaston porte une armure complète face à un adversaire totalement sans protection. L'arbitre lève les bras et crie pour lancer le combat. La foule de nobles est en délire tandis que les deux combattants se préparent à dégainer leurs épées. Gaston avance avec l'intention de tuer. Il attaque sans relâche tandis que le garçon ne peut que se défendre avec son épée. Gaston rit, disant qu'il n'arrive à rien faire d'autre que se défendre. Le visage du garçon est déjà couvert de coupures alors qu'il s'efforce de bloquer les attaques. Il se rend compte que quelqu'un sans entraînement comme lui n'a aucune chance face à quelqu'un qui a reçu des cours formels. Alors, il lâche son arme et demande à Gaston d'arrêter. Gaston est déconcerté. Le garçon esclave dit qu'il comprend qu'il ne peut pas gagner et se rend. Gaston
Gaston se moque de sa faiblesse pathétique. Il n'accepte pas la reddition et dit que ce combat est jusqu'à la mort. Le garçon se rend compte qu'il est au bord de la mort et s'enfuit aussi vite qu'il peut. Cela met Gaston en colère, qui pense qu'il est en train d'être humilié lors de sa première apparition. Il crie à l'autre de s'arrêter et dit qu'il doit le tuer pour atteindre la gloire. Le garçon s'arrête soudainement et le fixe d'un regard courageux. Gaston est déconcerté. Il attaque le garçon, mais avec des coups maladroits. Exactement ce que le garçon espérait en faisant semblant de fuir. Le garçon esquive facilement toutes les attaques et riposte en visant le visage de Gaston. Celui-ci sourit et active une magie de barrière. Le sortilège brise l'épée du garçon en deux. On découvre que la barrière est un bouclier fantôme qui dépasse la hauteur et la largeur de Gaston, le protégeant complètement du coup. Le garçon rappelle à l'arbitre que l'utilisation de la magie est interdite, mais l'officiel répond qu'il n'a rien vu à cause de la poussière dans les yeux. Furieux, le garçon esclave crie à tout le monde qu'ils sont pourris. Avant qu'il ne termine son coup de gueule, Gaston tente de le frapper, le forçant à lâcher ce qui restait de son épée. Même maintenant désarmé, Gaston se prépare à porter le coup final. Ensuite, il poignarde le garçon en pleine poitrine. La foule devient hystérique tandis que le garçon gisait sans défense au sol. L'arbitre déclare Gaston vainqueur. Les yeux du garçon esclave restent ouverts, pleins de larmes qui coulent. Lentement, ses yeux se ferment et sa conscience s'évanouit. Mais soudain, ses yeux se rouvrent, désormais rouges, et ce sont les yeux perçants du roi démon. Pendant ce temps, Gaston est occupé à demander à son père, assis dans la loge, s'il a vu sa victoire glorieuse. Il est déconcerté de voir son père regarder, choqué, quelque chose derrière lui. Gaston sent une aura de danger dans son dos. En se retournant, il voit que l'esclave est debout. Il demande comment le garçon peut encore tenir debout après qu'il lui ait transpercé le cœur. Il perd son assurance et commence à transpirer à grosses gouttes. L'esclave fonce vers son adversaire sans épée. Il s'auto avec l'intention de retomber sur Gaston. Désespéré, Gaston crie pour activer sa barrière magique. Il dit au garçon qu'il est idiot s'il pense pouvoir briser le bouclier, alors qu'il n'y est même pas arrivé avant quand il avait une épée. Mais le coup de pied de l'esclave traverse le bouclier et frappe la poitrine de Gaston. L'air est expulsé du corps du noble qui est projeté au loin, rebondissant jusqu'à heurter le mur. Le père du garçon reste sans voix, sous le choc, tout comme le reste de la foule. Le démon Quin se plaint d'avoir été réveillé pour tomber sur des nobles horribles. Il déclare que son nouveau nom est Mélo et qu'il est le roi démon. Ce soir-là, le père de Gaston se rend chez le gérant de l'arène, furieux, criant parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de faire combattre son fils contre quelqu'un qu'il ne pourrait jamais perdre. Le gérant, vêtu d'une cape, sourit et répond avec professionnalisme, disant au père agité qu'ils ne peuvent pas annuler les résultats. Le père frappe sur la table en exigeant un remboursement, mais le gérant lui montre le contrat et lui rappelle qu'il a signé. Le père grince des dents sans pouvoir dire un mot de plus. Le gérant l'attrape par le col et menace d'engager une procédure auprès de la cour royale pour le faire cesser de se plaindre. Il le relâche, reprend un ton professionnel et dit qu'il est encore prêt à arranger la situation. Il affirme qu'il utilisera le prestige de la reine pour montrer au garçon esclave ce qu'est le véritable enfer. Ensuite, il demande à son assistant d'expliquer au noble ce qu'il veut dire. Le jeune assistant, lui aussi esclave, informe le père de Gaston que le prochain adversaire du garçon esclave est connu sous le nom de bourreau. Le noble se réjouit d'apprendre qu'il affrontera quelqu'un de célèbre pour sa cruauté et sa férocité. Le gérant promet une mort brutale pour l'esclave et demande si cela le satisfait. Le noble éclate de rire, excité par le prochain combat. Il demande même au gérant de rendre la présentation aussi spectaculaire que possible en quittant le bureau. L'assistant demande alors à son patron pourquoi il fait tant d'efforts pour plaire au noble. Le gérant révèle que tout ce qu'il a dit n'était qu'une façade et que la famille Evans a ordonné l'élimination de l'esclave. L'assistant est choqué d'apprendre que la prestigieuse famille, descendante du guerrier Diva lui-même, est impliquée. Le gérant sait que tout cela n'est qu'une précaution de la famille Evans, car ils ne traiteront jamais le garçon comme l'un des leurs. Le lendemain, une nouvelle matinée dans l'arène commence. D'un côté du ring se trouve Hens, le bourreau, qui porte un demi-masque pour cacher sa difformité et transformer son apparence en une arme. Le gérant est parmi le public, attendant avec arrogance la victoire d'Hens. Melo l'observe d'en haut avec mépris. Hens rit bruyamment, impatient de faire ce qu'il veut du garçon esclave. Il le menace, disant qu'il va lui couper la tête et la collectionner comme il l'a fait avec beaucoup d'autres, mais le garçon reste calme et rappelle à Hens que le combat a déjà commencé. Avant qu'Hens ne puisse réagir, l'épée en bois du garçon est déjà à quelques centimètres de son visage. Hens essaie de bloquer avec la main, mais il est frappé violemment. Sa main et son masque se brisent sous l'impact. Il est projeté au loin, sa difformité faciale exposée aux yeux de tous dans l'arène. Hens s'effondre, incapable de bouger, sur le sol. La foule et le gérant sont sous le choc en voyant qu'un garçon avec une simple épée en bois a vaincu un assassin brutal. Le public devient fou et applaudit à tout rond. Plus tard, dans les coulisses, Mélo, le garçon esclave, est seul, pensif, mais tous les autres prisonniers le regardent. Ils commentent entre eux comment il a réussi à obtenir 8 victoires consécutives, y compris celle contre Hens. Ils sont impressionnés par le fait qu'il ait utilisé un style de combat non létal tout le temps. Pendant ce temps, Mélo réfléchit à quel point sa force est encore faible, comparée à celle de sa vie précédente. Il pense que cela doit être à cause du corps du garçon. À travers les souvenirs du corps, il découvre que sa lignée porte le sang du guerrier divin. Son plan maintenant est de continuer à gravir les échelons en tant que gladiateur esclave et de voir où cela va le mener. Il regarde autour de lui et remarque que de nombreux esclaves le fixent avec intensité. Il sourit, décidé à les utiliser comme partenaires d'entraînement pour retrouver sa force maximale. Pendant ce temps, le gérant est frustré par les victoires consécutives du garçon. Il se souvient comment la famille Evans lui a ordonné de s'assurer de la mort du garçon. Maintenant, il voit non seulement une victoire de plus de l'esclave, mais aussi que le public s'est mis à l'encourager. Il craint ce que la famille Evans fera s'il ne parvient pas à éliminer le garçon. Son assistant tente de le rassurer, disant qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pendant ce temps, Mélo est au milieu du ring et il se rend compte qu'il est entouré par d'autres esclaves, tous souriant face à sa chute. L'assistant annonce qu'ils ont organisé un combat spécial entre l'esclave et 10 adversaires. Pendant ce temps, un messager entre dans le bureau du gérant avec des nouvelles urgentes et mauvaises. Il annonce que le chef de la famille Wilson souhaite parler au gérant. Le gérant se demande ce que cela peut signifier. Pendant ce temps, les 10 hommes armés d'armes font face à l'esclave. Alors que Mélo anticipe leur premier mouvement, il révèle que le nom de son réceptacle est Mio Habsburg et qu'il vient du clan fondé par le guerrier divin. Tout en combattant ses adversaires, il révèle que la famille Evans est la famille de la branche principale, mais qu'il existe aussi plus de 10 familles de branches qui comptent parmi les nobles prestigieux. Il dit que, bien que la famille Habsburg fasse partie de la noblesse, elle est aussi connue pour ne pas avoir d'épéistes talentueux. Il parle d'un
concours de succession entre les familles nobles pour devenir le prochain dieu de Marcha et explique que les Habsburg n'ont pas de candidat adéquat pour cela. Un à un, Melo élimine ses adversaires. Il ferme les yeux au milieu du combat et se souvient du sourire de Val. L'un des adversaires s'avance pour l'attaquer alors qu'il a les yeux fermés. Melo rouvre les yeux et attaque l'adversaire sournois. Melo se rend compte qu'il a besoin du pouvoir et du statut de guerrier divin pour vaincre les étrangers. Son dernier adversaire tombe. Il prévoit de s'élever en tant qu'épéiste et d'être convoqué pour le concours de succession. Une femme aux cheveux roses s'approche et demande si son nom est Melo. Elle le félicite pour sa capacité à avoir vaincu 10 gladiateurs esclaves lors d'un combat. Elle lui demande une faveur en promettant de restaurer son honneur ainsi que celui de sa mère. Née la souris, une calèche traverse la forêt. À l'intérieur se trouve Melo et la femme aux cheveux roses qui souhaite conclure un accord avec lui. Elle a déjà expliqué qu'elle appartient à la famille Wilson qui descend elle aussi du guerrier divin, tout comme les familles Evans et Habsbourg. Sa famille n'est bénie que de femmes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas produire de candidats masculins pour le concours de succession. Elle explique qu'ils sont en danger d'être démantelés et, pour cette raison, elle souhaite adopter Melo dans sa lignée. Elle propose qu'il représente la maison Wilson lors de la sélection du successeur du guerrier divin. Le garçon tient à préciser que la récompense pour avoir fait cela est de laver son nom et celui de sa mère. La jeune fille précise bien que ce qu'elle lui demande, c'est de risquer sa propre vie. Elle explique que l'entraînement du guerrier divin est dangereux, avec de nombreux duels mortels entre les candidats. S'il obtient de bons résultats, il deviendra aussi la cible d'assassinat et d'empoisonnement. Melo comprend que son objectif est de l'adopter pour qu'il soit le candidat masculin de la famille et s'assurer que la ligne Wilson ne disparaisse pas. Il lui demande pourquoi elle lui raconte tous les aspects négatifs si cela pourrait le pousser à refuser. Elle répond que la devise de la famille Wilson est d'être frugal et pur, ce qui signifie qu'ils accordent de l'importance à la justice et à l'honneur avant tout. Elle déclare qu'elle a décidé d'être transparente avec lui puisqu'elle lui demande de risquer sa vie. Melo est intrigué par son caractère et lui demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Olivia et qu'elle est la chef de la famille Wilson. Melo est surpris qu'elle ne le méprise pas, malgré son statut d'esclave, et qu'elle le traite avec justice et honnêteté. La calèche s'arrête brusquement, effrayant tous les deux. Olivia sort pour voir ce qui s'est passé. Elle voit qu'un énorme ours monstrueux a tué son escorte et bloque le passage. Elle appelle la créature ours démon grizzly. Le roi démon se rend compte que la saison des amours a commencé et que le grizzly est probablement descendu à la recherche d'une femelle. Olivia se prépare au combat, dégainant son sabre. Elle dit aux autres qu'elle va s'occuper de la créature. Melo lui rappelle qu'ils ont la possibilité d'appeler les chevaliers à proximité. Elle répond qu'ils n'ont pas le temps pour ça et demande à son assistante d'emmener Melo à destination. Melo remarque que la jeune fille essaie de contenir sa peur face au monstre. Elle adopte une posture courageuse avec son épée, mais elle ne peut pas cacher à quel point elle tremble. Melo dit qu'elle n'a aucune chance contre l'ours démon grizzly. Olivia répond qu'il ne doit pas sous-estimer sa maîtrise de l'épée. Melo la dépasse et se place devant le monstre. Olivia le saisit par le col et lui dit de ne pas jouer les héros et risquer sa vie. Il la regarde et pense qu'elle est hypocrite, puisqu'elle était sur le point de risquer sa propre vie quelques instants plus tôt. Il sourit et dit qu'il aime sa personnalité. Il fixe à nouveau l'ours et dit à Olivia qu'il acceptera sa demande. Il court vers la bête et y plante son épée. Le coup projette l'ours dans les airs et écumant de rage, l'ours détruit plusieurs arbres en étant repoussé en arrière. Finalement, il s'effondre, incapable de se relever. Olivia est impressionnée par sa force. Melo la regarde et se souvient de Val. Il lui promet qu'il affrontera toujours l'ennemi de face, tout comme elle. Ils arrivent au mur du château où aura lieu le jugement de succession. Olivia dit à Melo que c'est là qu'elle s'arrête et qu'elle ne l'accompagnera pas plus loin. Melo entre dans l'endroit et remarque que la zone est aussi vaste et bien équipée qu'une ville. Partout où il passe, il voit des jeunes s'entraîner à l'épée, s'affronter en duel ou pratiquer la magie. Les autres candidats le voient passer et se moquent de lui parce qu'il est un esclave, et malgré tout, un candidat de la famille Wilson. Partout où il passe, Melo se sent indésirable, ce qui ne fait que le rendre plus enthousiaste, car cela signifie qu'il y a de nombreux obstacles à surmonter. Alors qu'il observe les lieux en essayant de trouver le dortoir, un jeune homme l'interpelle. Il se présente avec un sourire amical et dit s'appeler Jasper. Il explique à Melo qu'il a remarqué qu'il était perdu et lui propose son aide. Melo l'ignore et continue son chemin. Jasper le rattrape, insistant pour poursuivre ce qu'il voulait dire. Il avertit Melo que la carte qu'il a reçue à la porte est fausse et qu'on la lui a donnée dans le but de le tromper. Il explique qu'un candidat a soudoyé le portier pour qu'il lui remette cette carte. Jasper propose de le guider. Pendant qu'ils marchent ensemble, Jasper reste amical, explique que l'endroit réunit des hommes issus de toutes les branches de la noblesse. Après le jugement, celui qui sera choisi comme guerrier divin le sera en fonction de ses compétences à l'épée et d'autres aptitudes. Les candidats seront classés selon leurs compétences en escrime et d'autres aptitudes sur une échelle allant de E à A, voire jusqu'à S. Le trône de ni le niveau S n'a pas été atteint depuis des années. Jasper conduit Melo jusqu'à un bâtiment. Melo trouve l'endroit trop sombre pour être un dortoir. Jasper le prévient que les autres candidats ne l'aiment pas parce qu'il est esclave. Il ouvre une porte et révèle une salle remplie d'hommes armés de bâtons en bois, attendant Melo. Tous semblent excités à l'idée d'avoir l'occasion d'attaquer l'esclave. Jasper dit à Melo qu'il est comme les autres qui le détestent. Les hommes encerclent le garçon esclave. Jasper ordonne qu'on montre à l'invité la différence entre les classes. Melo se rend compte que Jasper possède une grande habileté politique et utilise sa richesse et son statut pour allier d'autres familles à sa faction. Le lieutenant de Jasper lui propose une chaise pour qu'il puisse s'asseoir et regarder les autres passer Melo à tabac. Le lieutenant félicite Jasper pour son plan d'attaquer Melo, pensant que c'est la manœuvre parfaite pour semer la peur chez les autres candidats et étendre encore plus sa faction. Pour lui, son maître Jasper est digne d'adoration et de devenir le prochain guerrier divin. Melo demande où il peut prendre son épée en bois. Un homme rit et dit qu'il n'en aura pas. L'un d'eux s'approche du visage de Melo et dit que ce sera une raclée à sens unique. Melo soupire et s'étire pour s'échauffer. En une seconde, il est au centre de la pièce. La seconde d'après, il disparaît. Il réapparaît derrière l'un des assaillants et assène un coup de main sur la nuque de l'homme qui s'effondre inconscient au sol. Un autre homme s'avance, mais Melo le frappe et l'envoie valser au loin. Il prévient les autres qu'il ne fait que s'échauffer. Jasper se met en alerte et se lève de sa chaise. Il se demande qui est cet esclave qui a vaincu deux hommes entraînés en un instant. Il n'arrive pas à croire qu'il ait maîtrisé deux adversaires puissants à main nue. Melo défie Jasper d'entrer dans la mêlée, lui demandant quand il va lui montrer la différence de classe. Jasper admet qu'il a sous-estimé Melo, exprime sa surprise en apprenant que la famille Habsbourg possède une lignée douée pour les arts martiaux. Melo lui demande s'il va se battre ou non. Jasper dit qu'il ne pense pas qu'il perdrait contre lui, mais affirme qu'il va le laisser partir pour aujourd'hui et
s'en va. En marchant, Jasper demande à son lieutenant « Sige, sais-tu pourquoi il a abandonné le combat ?» Il admet que c'est parce qu'il en sait peu sur Melo. Il révèle aussi qu'il connaît le passé de l'esclave, qui a gravi les échelons dans l'arène des esclaves et a été salué comme un épéiste talentueux. Pour l'instant, il veut profiter du fait que seuls eux savent que Melo est aussi un artiste martial de premier ordre. Il pense que cela pourrait être crucial lors de la prochaine épreuve. Le personnage félicite le maître pour sa rapidité de réflexion. Jasper sourit en prévoyant de garder un œil sur Melo à partir de maintenant. Le lendemain matin, Melo se dirige vers la forêt de bambou. L'examinateur de la cérémonie de jugement est un vieil homme barbu qui dit à Melo que ce qu'il s'apprête à vivre est un rituel par lequel tous les nouveaux passent. Il ordonne à Melo de suivre le chemin qu'il indique. Il explique qu'il y a un monument de pierre dédié au premier guerrier divin. Il dit que Melo doit apprendre ce qui est écrit sur le monument pour être reconnu comme un candidat qualifié. Il avertit Melo que la forêt de bambou est un terrain de reproduction pour les tigres du tonnerre. Melo reconnaît que les tigres du tonnerre sont des monstres sans classification. Le vieil homme explique que ces bêtes attaquent en meute et que la plupart des nations les considèrent comme un désastre. Le vieil homme dit qu'il teste le courage de Melo et lui assure qu'il ne rencontrera aucune bête s'il suit le bon chemin. Melo marche tranquillement sur le sentier. L'examinateur se plaint qu'il est entré sans dire au revoir et le prévient de suivre attentivement les indications. En observant le jeune homme s'éloigner, le vieil homme se demande s'il est courageux ou simplement imprudent. Melo continue de marcher sans être dérangé. Il s'arrête en voyant un panneau indiquant la direction du monument. L'un des hommes de Jasper est perché en haut d'un bambou, observant Melo suivre le panneau. Il sourit en voyant le jeune homme suivre le faux panneau. Il dit qu'il fait cela depuis qu'il a été humilié par l'esclave et espère que les tigres le dévoreront vivant. Après avoir marché un moment, un tigre du tonnerre bondit vers Melo. Le jeune homme dégaine son épée et tranche la bête en deux. Il entend des grognements autour de lui. Plusieurs tigres du tonnerre s'approchent, l'encerclant de tous les côtés. Melo les avertit qu'il a déjà été Melo et qu'il n'ignorera le défi d'aucune bête. Le vieil examinateur entre sur le sentier et voit la fausse pancarte. Il imagine que cela doit être l'œuvre de l'un des candidats. Le vieil homme se met à courir pour retrouver Melo. Il s'arrête alors en voyant un tas de tigres du tonnerre morts. Il est choqué de voir autant d'entre eux abattus. Melo apparaît. Le vieil homme se souvient de l'époque où il était impensable que des candidats affrontent une meute de tigres du tonnerre. Il est heureux de voir qu'il y en a, comme Melo, qui arrivent à s'en sortir avec eux. Melo dit au vieil homme qu'il a confirmé son inscription sur le monument et demande quelle est la prochaine étape. L'examinateur lui demande ce qu'il cherche à faire avec le pouvoir. Melo lève les yeux et répond que son objectif est d'atteindre les cieux. Olivia se trouve dans les quartiers réservés aux invités sur le site de l'épreuve de succession, prenant le thé seule et s'occupant de ses propres affaires. Deux femmes à l'auberge aperçoivent Olivia et bavardent sur le fait qu'elle a désigné le fils d'un esclave de sang inférieur de Ni comme candidat au titre de guerrier divin. Elle rit en disant à quel point elle est répugnante et honteuse d'avoir fait cela. Olivia s'approche de leur table et renverse du thé sur l'une d'elles. Olivia dit qu'elle ne devrait pas se moquer de Melo. La femme qui a été éclaboussée devient furieuse et dit que l'esclave échouera tôt ou tard. Elle déclare qu'elle attendra le moment où l'esclave tombera pour voir Olivia encore plus humiliée. Elle grogne et menace d'attaquer, mais son amie l'en empêche. Olivia dit qu'elle est prête à affronter n'importe quel défi qui se présentera. La fille aux cheveux roses marche dans la forêt de bambou tout en se rappelant comment Melo a vaincu l'ours démoniaque avec facilité. Elle sait qu'il y a beaucoup d'autres candidats capables d'en faire autant, ce qui rend les chances de Melo de devenir un guerrier divin extrêmement faibles. Malgré cela, elle ne peut s'empêcher de sentir que Melo est spécial, même si elle ne sait pas pourquoi. Elle tombe alors sur une cabane. Soudain, le vieil examinateur apparaît derrière elle. Le vieil homme demande si Valia a besoin de quelque chose. Cela la met en alerte, prête à dégainer son sabre, mal à l'aise de ne pas l'avoir entendu s'approcher. En un coup d'œil, elle comprend que même si le vieil homme semble gentil, il est en réalité le premier guerrier divin. L'examinateur complimente sa posture de combat, puis commence à faire des éloges sur son corps. Olivia se rend vite compte que le premier guerrier divin est un pervers. Elle dit qu'elle est venue simplement vérifier le candidat envoyé par la famille Wilson. L'examinateur comprend immédiatement de qui elle parle et dit qu'il va lui montrer quelque chose. La femme le suit jusqu'à ce qu'il tombe sur un tas de cadavres de tigres du tonnerre. Le vieil homme confirme que c'est l'œuvre de Melo et admet qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire une chose pareille auparavant. Olivia se rend compte que Melo est à un niveau bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Le vieil homme lui demande de garder le secret sur l'exploit du garçon, disant que si tout le monde l'apprend, il recevra un traitement spécial. Le vieil homme brûle les corps des tigres et prie pour eux. Ensuite, il dit à Olivia que Melo sera l'outsider du test de succession. Olivia absorbe silencieusement cette information. Le vieil homme prend congé, disant qu'il doit réaliser la cérémonie de test du dernier candidat. Quelqu'un s'approche et le vieil homme semble intrigué par le fait que cette personne mystérieuse soit venue jusqu'à lui. Plus tard, des centaines de candidats au titre de guerrier divin se rassemblent dans la salle d'assemblée. Aaron, l'un des 10 saints de l'épée, annonce le début de l'examen de sélection. Les candidats parlent d'Aaron comme d'une légende, car il a gravi les échelons uniquement grâce à ses compétences, même sans posséder de ligne spéciale. L'un des candidats interrompt le discours d'Aaron, disant qu'il devrait s'adresser à eux avec plus de formalité, puisqu'ils sont de sang noble. Aaron rit, car il s'attendait déjà à ce genre de remarques. Et alors, il fixe les candidats avec intensité. La plupart d'entre eux, y compris le râleur, sont projetés au loin, comme si une force invisible les avait repoussés. Jasper en déduit que le pur esprit combatif d'Aaron suffit à faire voler des gens. Le saint de l'épée crie que le statut familial et la lignée de sang n'ont aucune importance sur son territoire. Il déclare que la seule chose qui compte dans l'examen, c'est la force pure. Aaron est alors choqué de voir qu'un candidat reste debout parmi ceux qui étaient près de lui. Melo se contente d'épousseter son épaule, comme si de rien n'était. Tout le monde se demande pourquoi le garçon esclave n'a pas été projeté au loin. Aaron et Melo se fixent du regard. Le saint de l'épée fonce vers le garçon esclave, prêt à dégainer sa grande épée. Le candidat se tend, ne sachant pas à quoi s'attendre. Aaron sort son épée et attaque Melo, s'arrêtant à quelques centimètres de lui toucher le cou. Il demande au jeune esclave pourquoi il ne s'est pas détourné. Melo répond qu'il a remarqué tous les signes dans le langage corporel d'Aaron qui indiquaient qu'il n'avait aucune intention de tuer. Il dit calmement qu'il ne prend pas la peine d'esquiver les attaques dont il sait qu'elles ne le toucheront pas. Aaron sourit. Il invite le jeune esclave à une séance de combat. Dans ce monde, l'école Evans d'escrime transcende les frontières nationales et est connue dans le monde entier. Les dojos dans les rues suivent son style d'enseignement. Les tuteurs privés enseignent aux enfants de nobles en utilisant ces techniques. Les Evans servent même de conseillers militaires auprès de plusieurs nations. Les disciples de l'école Evans
Evans sont plus d'1 million, allant de guerriers divins à de simples novices de l'épée. Tous sont sous son influence. Aaron était autrefois un enfant d'origine modeste qui a gravi les échelons jusqu'à devenir le 3e parmi les saints de l'épée. En d'autres termes, il fait partie des 2% les plus puissants de l'école Evans. En ce moment, il s'apprête à commencer une séance de combat avec l'un des candidats au titre de guerrier divin, Melo. Il commence par améliorer ses capacités physiques. En activant la compétence, une rafale de vent puissante se forme autour de lui. Les spectateurs sont impressionnés par la puissance que le saint de l'épée parvient à libérer rien qu'en renforçant son corps. Melo se sent soulagé d'affronter un adversaire du calibre d'Aaron. Il affiche un sourire malicieux tandis qu'il sent son sang bouillonner et son cœur battre à toute vitesse. Aaron remarque que Melo est enthousiaste à l'idée de l'affronter. Il ne sait pas dire si le garçon est un idiot ou un génie. Le saint de l'épée prend sa posture de combat. Les deux semblent heureux de s'affronter. Melo parvient à lire la personnalité d'Aaron rien qu'à la façon dont il court. Audacieuse, brutale et assurée. Il remarque aussi que ses capacités physiques sont extrêmes et qu'il s'exprime par la force. Aaron saute et se prépare à attaquer Melo. Juste au moment où il est sur le point d'asséner un coup sur la tête de son adversaire, une vision traverse son esprit. Il sent la présence de Melo derrière le garçon esclave. Aaron ne comprend pas et panie. Il se souvient de son enfance lorsqu'il s'entraînait avec le premier guerrier divin. Le vieil homme lui avait dit que l'escrime pouvait aussi servir à se défendre. Il a demandé au garçon ce qu'il pensait être la défense suprême dans un duel à l'épée. Le garçon a réfléchi et a répondu que c'était de perfectionner ses techniques et ses capacités physiques jusqu'à atteindre un niveau où personne ne pourrait lui faire de mal. Le vieil homme a alors expliqué qu'il parlait de l'aspect offensif. Il a dit au jeune Aaron que la défense suprême était de reconnaître quand on se trouvait face à un ennemi qu'on ne pouvait pas vaincre et qu'il ne fallait jamais être le premier à attaquer dans ce cas. Il ne devrait se battre que s'il n'avait vraiment pas d'autre choix. De retour au présent, l'épée d'Aaron est sur le point de frapper Melo. Une énorme explosion se produit. La poussière retombe, révélant qu'Aaron a raté son coup et n'a frappé que le sol. Melo demande pourquoi il a attaqué plutôt sans intention de toucher et maintenant il a attaqué juste pour changer la trajectoire à la dernière seconde. Le saint de l'épée ne sait pas quoi répondre. Tout ce à quoi il peut penser, ce sont les paroles de son mentor. N'attaque jamais en premier quelqu'un que tu sais ne pas pouvoir vaincre. Le narrateur dit que les enseignements du premier guerrier divin sont gravés dans le corps d'Aaron depuis longtemps. Un subordonné rappelle au saint de l'épée que le temps passe. Aaron recule, rengaine son épée et se retire du duel. Melo est déçu de ne pas s'être amusé. Aaron regarde de nouveau Melo et se souvient d'avoir vu le démon à l'intérieur du garçon esclave. Il essaie de comprendre ce qu'il a vu. Aaron guide alors les candidats jusqu'au lieu du premier. Examen, une immense salle avec plusieurs plateformes de combat. Il informe que le premier test sera un battle royal où 10 participants monteront sur une plateforme. Il déclare: les 3 règles pour gagner sont forcer l'adversaire à se rendre, le jeter hors du ring ou le rendre incapable de se battre. Les 5 derniers à rester sur la plateforme seront les admis. Le subordonné d'Aaron s'inquiète qu'il juge qu'il est encore trop tôt pour éliminer des candidats uniquement sur la base de la force. Sa préoccupation est que l'examen pourrait être trop sévère, étant donné que les candidats ont des âges variés. Aaron justifie qu'ils doivent passer par ce genre d'épreuve pour survivre à ce qui les attend. Il affirme aussi que les chances de réussir le test sont d'1 sur 2, rendant inévitable l'affrontement entre les faibles et les forts à l'avenir. Le subordonné comprend maintenant qu'Aaron recherche des candidats capables de s'adapter et d'élaborer des stratégies dans des circonstances inattendues. Aaron lui dit aussi que cet examen sera une occasion pour les candidats d'évaluer la force et les techniques de leurs rivaux. Il est impatient de voir ce qui va se passer. La première épreuve commence avec 10 candidats dans l'arène, dont Jasper. Anne se précipite vers Jasper, mais elle est interceptée et perd l'équilibre à cause de l'un des hommes de Jasper. Lui et 2 autres personnes dans l'arène déclarent qu'ils sont les gardes du corps personnel de Jasper et qu'ils ne laisseront personne toucher à leur maître. Jasper ordonne aux 3 d'éliminer les autres et ils obéissent loyalement. Jasper en profite pour observer les autres plateformes pendant que ces hommes s'occupent du combat. Il sent la présence de quelqu'un de puissant et observe la plateforme où se trouve un candidat aux longs cheveux blancs. Il se rend compte à quel point l'esprit combatif de ce candidat est puissant. L'un des candidats attaque celui aux cheveux blancs en utilisant uniquement sa force de volonté, mais le candidat aux cheveux blancs envoie tous les autres hommes de sa plateforme valser. Jasper est impressionné de le voir éliminer tout le monde du ring. Celui aux cheveux blancs demande à l'arbitre s'il est permis d'éliminer tout le monde d'un seul coup. Jasper le reconnaît comme étant Max, de la famille Evans, petit-fils du premier guerrier divin. Jasper pense qu'il est peut-être déjà au niveau d'un saint de l'épée. Jasper porte alors son attention sur la plateforme où se trouve Melo. Tous les adversaires de Melo s'accordent pour l'éliminer en premier. Ils foncent tous en même temps sur lui, mais Melo esquive tous les coups comme si c'était de l'eau qui s'écoulait. Les candidats sont frustrés de ne pas réussir à le toucher. Melo, de son côté, est déçu de ne même pas transpirer, car son objectif est de retrouver toute sa puissance à travers les combats. Aaron observe attentivement les mouvements de Melo et admet pour lui-même qu'il n'a jamais vu de telle technique à l'école Evan. Il remarque aussi que le garçon se retient encore. Il en vient à se demander si la force de Melo ne dépasse pas la sienne, mais il se ravise vite, pensant qu'il exagère peut-être. Aaron remarque aussi que Max et Jasper sont exceptionnels. Un subordonné lui demande pourquoi il est si content, et il répond que ce sera amusant de façonner ses candidats. Il pense que certains pourraient même être des prodiges assez puissants pour surpasser l'actuel guerrier divin. Aaron est enthousiaste à l'idée de les façonner, promettant de leur montrer l'enfer. Plus tard, les candidats dînent au réfectoire. Jasper est occupé à planifier son prochain coup en se basant sur ce qu'il a observé lors du premier examen. Pour lui, Max est le principal candidat pour devenir le prochain guerrier divin. L'autre, c'est Melo. Il pense qu'il y a encore un autre candidat prometteur. À ce moment-là, Jasper entend quelqu'un crier sur Melo. Un homme s'approche de Melo, qui mange seul, et lui demande sarcastiquement s'il veut de la compagnie. Melo ne répond pas. Jasper remarque que l'homme est Arthur, de la famille Sterling, et que ses compétences sont de haut niveau. Cependant, son point faible est sa très mauvaise attitude. Arthur ordonne à Melo d'abandonner l'examen de sélection. Melo répond qu'il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Arthur dit que Melo trouble l'ordre de la salle martiale et justifie que le statut familial et la lignée sanguine sont tout, et que quelqu'un comme lui ne devrait jamais réussir l'examen. Melo continue de manger, comme s'il n'avait rien entendu. Arthur crache dans son assiette. Melo prend simplement une autre assiette, continue de manger. Il dit à Arthur qu'il ne comprend pas un seul mot de ce qu'il raconte et qu'ils ne se comprendront jamais. Arthur affirme qu'en tant que Sterling, Melo n'aura aucune chance contre lui aux examens. Melo répond qu'il s'en fiche. Arthur frappe la table du réfectoire et la brise en morceaux.
morceaux. Il menace Melo de violence. Melo répond calmement que si c'est ce qu'il veut, il va jouer le jeu. Jasper intervient et rappelle que les combats privés ne sont pas autorisés. Il suggère de régler ça sous prétexte d'un entraînement simulé et propose de superviser personnellement. Melo et Arthur s'affrontent sur l'une des plateformes du premier examen avec Jasper comme arbitre. Jasper voit cela comme une occasion en or de voir ce que les deux sont capables de faire. Il évalue Arthur comme quelqu'un qui rivalise avec les 10 seins de l'épée, tandis qu'il considère Melo comme quelqu'un qui rivalise avec un maître. Jasper veut que Max et Arthur rejoignent sa faction, mais il pense qu'ils sont trop fiers ou trop distants pour accepter. C'est pourquoi il décide de se concentrer sur Melo. Il prévoit d'enlever un parent du côté maternel de Melo comme moyen de pression. Et si malgré cela il refuse, Jasper a l'intention de l'éliminer. Arthur dit à Melo qu'il vient de commettre l'erreur d'accepter un test simulé, car c'est sa façon habituelle de faire souffrir les gens. Il active un sort qui fait flotter des orbes blanches autour de lui, comme de la neige. Arthur explique que cette technique lui permet de prévoir tous les mouvements de ses adversaires dès qu'ils entrent dans un rayon de 5 mètres autour de lui. Jasper reconnaît la technique et admet pour lui-même que même lui aurait du mal à affronter Arthur s'il voyait cela pour la première fois. Il se demande comment Melo va contre-attaquer. Melo demande s'il peut commencer. Arthur répond que oui, alors Melo se déplace si vite qu'il disparaît en un clin d'œil. Il réapparaît derrière Arthur. Le grand gaillard s'en rend compte, mais Melo lui assène un coup de main sur la nuque avant qu'il ne puisse réagir. Melo dit que les prévisions ne servent à rien si l'ennemi n'arrive pas à réagir à ses mouvements. Arthur s'effondre inconscient au sol. Jasper commence à transpirer à grosses gouttes et à trembler. Il hurle intérieurement que ce que Melo vient de faire est impossible. Il existe une histoire à propos de Jasper, le garçon malchanceux. Il y a 5 générations, le deuxième du concours de sélection du guerrier divin a été nommé chef de la famille Blackwood. Il est monté en grade jusqu'à devenir un ancien des 3 grandes familles Evans. Cependant, ses accomplissements lui semblaient incomplets, car aucun Blackwood n'était devenu un guerrier divin. Il a vieilli et il a pris sa retraite sans réaliser son rêve de voir un guerrier divin naître dans sa lignée. Un jour, le guerrier divin de cette génération a rendu visite à la famille Blackwood pour des entraînements. Il était si puissant que les disciples d'élite des Blackwood semblaient des enfants face à lui. Ce jour-là, l'ancien chef a souri tout en élaborant un plan. Il est allé voir sa fille pendant qu'elle couchait son petit-fils. Le vieil homme lui a pris la main et l'a entraîné avec lui. Il avait l'air fou en décrétant qu'elle devait avoir un enfant avec le guerrier divin. Il comptait réaliser son rêve, même si cela n'arrivait pas de son vivant. Sa fille semblait impuissante alors qu'elle était traînée. À l'époque, les gens ont remis en question la santé mentale du vieil homme. Les Blackwood sont alors devenus connus comme une famille à la recherche de lignées puissantes. La sœur de Jasper a suivi cette tradition en étant offerte comme concubine à un membre de la famille Evans, même si l'homme avait 30 ans de plus qu'elle. Jasper s'est senti impuissant en voyant sa sœur emmenée. Elle l'a regardée en pleurant pendant qu'elle partait. Jasper a essayé de la rejoindre, mais les adultes ne l'ont pas permis. Depuis ce jour-là, il a longuement réfléchi à ce qu'il devait faire pour briser le cycle qui avait emprisonné sa sœur. Il a décidé qu'il devait devenir le chef de la famille Blackwood et aussi un ancien des 3 grandes familles Evans. Depuis lors, il s'est entraîné durement à l'épée et a utilisé toutes les ruses manipulatrices possibles pour gravir les échelons du hall des 100 guerriers et devenir le guerrier divin. Dans le présent, Jasper regarde le corps inconscient d'Arthur étendu au sol. Il est trop bouleversé pour assimiler ce qui vient de se passer. Il se souvient de Melo disparaissant puis réapparaissant derrière Arthur, le terrassant d'un seul coup. Jasper renonce à essayer de comprendre et se concentre sur le fait que Melo est la clé pour atteindre le sommet, comme il en a toujours rêvé. Il s'agenouille devant Melo et s'incline complètement en signe de dévotion. Melo lui demande ce qu'il est en train de faire. Jasper répond humblement qu'il souhaite se mettre à son service et lui demande la permission de le servir. Melo reste sans voix en le voyant ainsi. Jasper choisit la soumission totale à Melo. Plus tard dans la soirée, Arthur se trouve dans un bar, frappant sur la table et se plaignant que Melo l'a ridiculisé. L'un de ses acolytes l'informe qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Jasper serait devenu le disciple de Melo. Arthur est choqué en entendant la nouvelle. Le suiveur poursuit en disant que, bien que Melo semble réticent, Jasper essaie toujours agressivement de devenir son subordonné. Le sang d'Arthur ne fait qu'un tour en entendant cela. Il donne un coup de pied dans sa chaise et accuse Melo et Jasper de s'être liés contre lui. Il est convaincu que la seule façon d'avoir été vaincu d'un seul coup, c'est s'ils avaient triché. Il s'imagine qu'ils ont empoisonné sa nourriture et provoqué la dispute pour l'emmener exprès à l'entraînement simulé. Il ordonne à ses hommes de lui dire de quelle famille il vient. Des dizaines de personnes crient qu'il vient de la famille Sterling. Il exige alors qu'ils lui disent qui il est. Ils répondent qu'il est l'homme qui deviendra le guerrier divin le plus fort. Arthur se régale de ses éloges. Il crie que tout le monde a raison et, au milieu des applaudissements, promet de se venger de Melo. Pendant ce temps, les instructeurs de l'examen de sélection sont en réunion. Aaron annonce qu'ils commenceront l'entraînement sacré des 5 anneaux à partir de demain. C'est une méthode d'entraînement controversée où les candidats s'isolent pendant 3 mois sur la montagne sacrée où vivent des dragons. Les autres instructeurs s'y opposent, car il est certain que 80% des candidats vont abandonner. Aaron répond que le taux d'abandon n'est pas son problème. Il justifie en disant que cela est nécessaire pour créer le guerrier divin le plus fort de l'histoire. Il croit que cette promotion a le potentiel de former ce champion. Aaron ajoute aussi qu'il assumera la responsabilité en entraînant les candidats pendant un mois afin qu'ils puissent survivre sur la montagne sacrée. Il annonce qu'ils procéderont également à la sélection pour l'aura de combat sacré et que ceux qui réussiront passeront aux 5 anneaux de l'entraînement sacré, tandis que ceux qui auront besoin d'un entraînement supplémentaire le feront sous sa supervision. Le lendemain, les candidats sont rassemblés dans une arène. L'aura de combat sacré est une technique secrète créée pour combattre les monstres. On dit qu'apprendre cette technique revient à apprendre l'essence même des arts martiaux. Max est appelé par un instructeur de la IE jusqu'au centre du ring. Là, il active son aura de combat brut. Elle est si puissante que les autres candidats la comparent à la présence d'un tigre féroce. Aaron est impressionné par lui, surtout parce qu'il arrive à percevoir que Max n'utilise même pas toute sa puissance. Un instructeur crie alors sur Melo parce qu'il n'arrive pas à utiliser l'aura de combat sacré. Melo répond qu'il n'a jamais pensé à l'apprendre. Il a l'air tellement convaincu que l'instructeur en reste perplexe. L'instructeur lui demande comment il a réussi le premier examen sans cette technique. Melo veut dire qu'il a utilisé l'aura démoniaque, mais il répond qu'il a utilisé les arts martiaux à la place. Les autres candidats se moquent de lui en pensant qu'il est faible. Jasper pense en secret que les candidats sont idiots de ne pas voir le potentiel de son maître. Il remarque qu'Aaron et quelques autres voient la vérité. Cela fait bouillir
lire le sang du sein de l'épée de voir quelqu'un d'aussi fort sans connaître l'aura de combat. Melo demande à aller à la montagne sacrée malgré tout. Aaron lui touche l'épaule et dit qu'il doit rester pour un mois supplémentaire d'entraînement correctif. Melo a l'impression de se déshonorer lui-même en devant rester en arrière. Aaron emmène ceux qui ne parviennent pas à utiliser l'aura sacrée jusqu'à la salle d'entraînement. Il leur enseigne tout sur la technique et comment elle va affûter tous les sens à l'extrême jusqu'à atteindre le 6e sens. À ce stade, ils seront capables de prévoir les attaques grâce aux mouvements subtils des adversaires avec une précision presque digne d'une vision du futur. Aaron dit qu'ils apprendront d'abord à esquiver les rochers et les épées en bois, puis à esquiver plusieurs flèches les yeux bandés. Il déclare que ce n'est qu'en y parvenant qu'ils pourront entrer dans la montagne sacrée. Melo demande de faire immédiatement le test de déviation de la flèche. Les autres candidats pensent qu'il a une trop haute opinion de lui-même. Aaron sourit en pensant qu'il pourrait réellement le faire. Il accepte le test. Melo met un bandeau sur ses yeux. Plusieurs hommes armés d'arbalètes l'entourent sous tous les angles. Tout le monde tire ses flèches en même temps. Les flèches se rapprochent, mais le garçon ne bouge pas. Il attrape toutes les flèches avec ses mains en un instant. Aaron et les autres sont étonnés de voir qu'il a réussi à les capturer tous. Melo dit à Aaron qui ne fait que perdre son temps tout en laissant tomber les flèches. À un autre endroit de la montagne sacrée, un candidat court pour sauver sa vie, blessé de partout. Il tombe sur une énorme créature serpentine connue sous le nom de Basilic. Il fixe les yeux terrifiants de la créature qui le transforme. Il se transforme en une statue de pierre. La bête fait alors tomber la statue, brisant sa tête. Pendant ce temps, ailleurs, Jasper est les yeux fermés, affrontant un Basilic tout seul. La créature tente de l'attaquer, mais ses sens aiguisés lui permettent d'esquiver. Il tranche un des membres de la bête et sort une grosse aiguille longue qui lance contre le dos de la créature avec assez de force pour la transpercer. Ensuite, il lui tranche la tête. Il commente qu'il n'a désormais plus à s'inquiéter pour la nourriture. Il pense à son maître Melo qui a été laissé derrière et se demande ce qu'il est en train de faire maintenant. Ailleurs sur la montagne, Melo a empalé plusieurs corps de basilic sur d'énormes pieux en bois. Il commente que cela va lui garantir de la nourriture pour 3 mois. Il se rend dans une cabane où des étagères sont remplies de livres. Il sourit en pensant à commencer ses études. En ouvrant le premier livre, il se rend compte que les fondements de l'aura de combat sacré sont les mêmes que ceux de l'aura de combat démoniaque. Melo et les autres candidats ont reçu des livres pendant les 3 mois passés sur la montagne sacrée pour apprendre l'aura de combat sacré. L'objectif est d'apprendre le prologue du manuel sacré de la famille Evans. Melo trouve ça drôle d'avoir fini par apprendre cela. Il pense à Val et à la grâce de son aura de combat. Il essaie de trouver les mots justes pour la décrire, jusqu'à ce qu'ils disent que son aura est magnifique. Il trouve la motivation pour maîtriser la technique afin que Val ne le méprise pas. 2 mois plus tard, arrive le dernier jour de l'entraînement sacré des 5 anneaux et tous les élèves sont réunis. Environ 70 personnes sont restées après que 30% de la classe est abandonnée. Beaucoup se retrouvent et certains des plus forts remarquent la présence de Melo, comme ils s'y attendaient déjà à ce qu'il atteigne cet état. Arthur le maudit, se souvenant encore vivement de l'humiliation qu'il a subie lors de leur rencontre 3 mois plus tôt. Son sbire lui demande s'il devrait s'unir pour attaquer le jeune homme. Cependant, il lui dit d'oublier ça car il a quelque chose de plus intéressant à montrer. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il va leur montrer le côté obscur. L'aura sacrée de Melo explose, tourbillonnant et se rassemblant comme une tornade d'énergie pure. Les spectateurs sont choqués de voir cela, surtout après avoir entendu qu'il ne savait même pas utiliser ce pouvoir il y a quelques mois à peine. Et le plus surprenant, il était quelqu'un d'origine modeste. Le tourbillon d'aura sacrée s'est dissipé lorsque l'instructeur a mis fin au test, tandis que le prochain candidat était appelé. Arthur a froncé les sourcils, incrédule et sceptique face à cet esprit combatif écrasant. Les gens murmuraient et commentaient, car même les plus naïfs avaient commencé à réaliser que leur compréhension de ce jeune homme était bien trop superficielle, loin de la réalité. Ce n'était pas seulement la quantité d'aura sacrée qui révélait son niveau, mais aussi le flux raffiné et solennel de l'énergie, désormais encore plus affûté qu'il y a 2 mois. Aaron observait les élèves avec un intérêt particulier. Si le Joker était à ce niveau, alors il devait être prêt à passer à l'étape suivante. Après avoir vérifié l'énergie sacrée de chacun, il autorise tout ce présent à réussir l'examen. Cependant, il n'y avait pas de temps pour se reposer, surtout pour un guerrier divin, quelqu'un qui devait inspirer respect et confiance. Les liens qu'il tissait dans la salle d'entraînement deviendraient des atouts pour toute leur vie de guerrier divin. Sur ce, ils passèrent à l'étape suivante du processus de sélection. À présent, ils devaient former une faction d'au moins 5 personnes. Il était permis de créer un nouveau groupe en tant que chef ou de rejoindre une équipe déjà existante. Avec le délai fixé, tout le monde reçut l'instruction de donner le meilleur de soi-même. Beaucoup commencèrent à paniquer face à cet ordre soudain, car rassembler 5 personnes ou plus n'était pas une tâche facile. Mais cela devrait être facile pour l'ancien roi démon, qui avait déjà commandé des dizaines de milliers de subordonnés. D'abord, il prévoyait de les dominer par la peur, puis de les forcer à obéir avec un peu de violence. Heureusement, personne n'avait à s'inquiéter de cela, car Jasper apparut pour le féliciter d'avoir réussi l'épreuve suivante. Cela déconcerta Melo, mais le candidat malin affirma qu'il était déjà son subordonné depuis longtemps, même sans avoir été officiellement reconnu. Quoi qu'il en soit, s'il mobilisait les personnes sous son commandement, il pourrait en rassembler plus de 20 sans problème. Comme trouver des gens à partir de zéro semblait être une galère. Il dit à son camarade de faire ce qu'il voulait. Jasper s'accrocha à son chef, qui venait tout juste de reconnaître officiellement leur relation. Arthur jeta un regard en arrière avec un sourire sombre, disant silencieusement de profiter de ce moment d'excitation. Cette nuit-là, les couloirs et les chambres du dortoir étaient silencieux. Melo dormait profondément comme toujours, ronflant même et bavant avec aisance. Une silhouette sombre l'observait, un assassin collé au mur, trouvant stupide que ce jeune homme ait assez de confiance pour faire la sieste dans une situation pareille. Il sortit sa lame, prêt à en finir avec le garçon sur le champ. Plongeant avec son épée, il la planta profondément dans le lit, visant directement le cœur de sa cible pour garantir une mort douloureuse, mais certaine. Il pensait que tout serait fini en une seconde, mais le corps sur le matelas disparut soudainement. Une voix glaciale résonna, disant qu'il avait choisi la mauvaise personne à assassiner. Son corps réagit par instinct, mais il se figea aussitôt lorsqu'une présence sinistre l'alerta, plaçant un couteau contre sa gorge. Melo savait très bien qu'il avait envoyé et, les yeux impitoyables, ordonna à l'homme de le conduire jusqu'à Arthur. Dans la forêt, loin des dortoirs, des chopes s'entrechoquaient pendant qu'Arthur et son complice célébraient, convaincus que leur concurrent gênant avait été éliminé. Aucun d'eux ne se doutait que le commerce secret de la famille Sterling était, en réalité, l'assassinat. Il se tourna avec mépris vers Jasper, qui était ligoté et roué de coups, le traitant de petit chien inutile, à peine capable de respirer. Le jeune homme murmura
murmurait d'une voix inaudible. Quelqu'un exprima son inquiétude, disant qu'il pouvait être dangereux de tuer d'autres participants dans la salle d'entraînement. Arthur n'y prêta aucune attention, arguant qu'il était courant que les factions se battent jusqu'à la mort pour le pouvoir. Il suffirait de manipuler les corps des victimes pour dissimuler tout lien avec la mort. Finalement, Jasper prit la parole et les traita d'imbéciles. D'un regard déterminé, il déclara que son maître ne tomberait jamais devant des ordures comme eux. Ces paroles surprirent Arthur. Il ne s'attendait pas à ce que cet homme, réputé pour son cœur roi, fasse confiance à qui que ce soit. Il se mit alors à parler de l'histoire de la famille de l'otage et de la façon dont sa sœur aînée avait été vendue comme concubine enfant. Pour briser cette tradition pervertie, la vie, il s'était inscrit à la sélection des guerriers divins, mais il restait tendre à l'intérieur. Arthur attrapa le jeune homme par les cheveux, rappelant que les familles d'arts martiaux fonctionnent en renforçant leur propre lignée. S'il avait été à sa place, il aurait aussi vendu joyeusement sa fille ou sa femme à un vieux dégoûtant. À ce moment-là, ils entendirent un grand bruit derrière eux et trouvèrent le tueur à gages étendu au sol, ligoté et roué de coups. Melo s'approcha, appelant Arthur et disant « Des gens comme lui, c'est ce que d'autres appellent des ordures ». Les veines sur la tête de l'homme sale étaient sur le point d'exploser de rage. Pendant ce temps, le maître se tourna vers son subordonné. Il avait déjà entendu son histoire auparavant, y compris les choses qu'il avait faites pour sauver sa famille. Il pensait que Jasper n'agissait que par intérêt personnel, mais il fut heureux de découvrir qu'il avait aussi des convictions. Melo consola le jeune homme, lui disant de ne pas s'inquiéter. Les autres chancelaient de peur en voyant Melo promettre qu'il n'aurait aucune pitié pour quiconque oserait montrer les crocs contre sa famille. Sentant l'hostilité, Arthur réagit rapidement et avertit l'ennemi de ne pas faire un pas de plus. Il place le couteau sur le visage de Jasper, le menaçant de le couper s'il désobéit. En se basant uniquement sur la quantité et la qualité de l'aura sacrée, il admet à contre-cœur que Melo est meilleur, mais seulement s'il se battait en face à face. Alors il lance au prodige un flacon rempli de liquide. En le prenant et en regardant, Melo voit qu'il s'agit d'un inhibiteur de circuit d'aura, une drogue qui interrompt de force le raffinement de l'aura. Il doit la boire s'il veut que Jasper s'en sorte indemne. Sans réfléchir à deux fois, Melo accepte l'accord et avale tout le contenu du flacon sans hésiter. Montrant qu'il était complètement vide, Arthur sourit de plaisir et de triomphe. Il rit, surpris que l'ennemi ait bu si facilement. Désormais convaincu que les pouvoirs de Melo sont supprimés, Arthur donne un coup de pied à Jasper pour l'éloigner, disant qu'il n'est plus utile. À présent, le jeune homme en face de lui n'était plus qu'une marionnette, incapable même d'utiliser son aura sacrée. Melo vérifie l'état de son ami et le réconforte, tandis que ce dernier s'excuse à plusieurs reprises de l'avoir déçu. Cela dit, il est insensé de relâcher un otage aussi facilement, et Arthur aurait au moins dû aller jusqu'au bout avec ses méthodes sournoises. Même en tant qu'assassin qui prospère dans la confusion, il est le plus bas du plus bas. Sans renforcement physique, il est convaincu que le garçon en face de lui n'est rien de plus qu'un bébé. Il comptait passer toute la nuit à le briser petit à petit. Il assène un coup de poing, frappant Melo en plat visage. Il voulait commencer par lui casser le nez, mais il se rend compte que la main avec laquelle il a frappé est complètement brisée. Il lui faut un moment pour comprendre, mais il gémit et tombe à genoux de douleur, sans comprendre comment ses doigts ont pu devenir aussi déformés. Il insulte Melo, exigeant de savoir ce qu'il a fait. C'était la protection de diamant, une barrière magique qui recouvre le corps d'une dureté semblable à celle du diamant. Il transpire en entendant le nom d'une compétence avancée qu'il ne devrait même pas connaître. En reprenant les mots qu'Arthur avait prononcés plus tôt, le jeune homme déclare que sa profession secrète est justement la magie. À partir de là, la peur commence à s'installer. Melo disparaît de leur champ de vision et réapparaît derrière Arthur en un clin d'œil. Sans même lui laisser le temps de réagir, il lui assène un coup de pied dans le dos, le rendant presque inconscient. Le larbin, idiot mais courageux, tente de se battre, mais il est facilement écarté sans le moindre effort. En encerclant ses ennemis avec des images rémanentes créées par sa vitesse, il corrige leur erreur de croire que l'amélioration physique est réservée à l'aura sacrée. Il ne pouvait pas se tromper davantage, et il était là pour le leur prouver en personne. À ce moment-là, Arthur subit un déluge de coups incessants, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était laisser son corps encaisser chaque impact, incapable même de suivre les mouvements de son adversaire. Son esprit était la seule chose qui fonctionnait encore. Alors il se demandait ce que le garçon avait voulu dire en affirmant être un mage. Tenant Arthur par le col, Melo interrompt le massacre et rappelle qu'ils sont censés rester ensemble jusqu'au lever du soleil. Arthur feint la défaite et recule, levant les bras en signe de reddition. Il pose la tête au sol, admet qu'il avait tort et promet de s'excuser auprès de Jasper en échange de leur clémence. Comme il se prosterne avec tant d'obéissance, le vainqueur décide de faire preuve d'un peu de pitié. Cependant, l'homme le traite silencieusement d'imbécile au cœur tendre, quelqu'un qui, même dans ses coups finaux, se retient. Contre toute attente, son bras est soudainement saisi avec force et tiré en arrière. Avec un sourire dément, Melo dit qu'il va infliger une punition sans mort, comme façon d'accepter les excuses. Il abat sa main sur le bras et un cri strident résonne dans la forêt, accompagné d'un craquement sonore. Le visage et les doigts brisés, Arthur hurle de douleur, alors que son bras se casse aussi en deux. Pendant ce temps, Melo aide Jasper à se relever, disant qu'il est temps de partir. Alors qu'ils s'en vont, le concurrent sale se tait soudainement. Il sourit, les traitant d'idiots de ne pas avoir porté le coup final à un assassin. Appelant son subordonné, il dit qu'ils vont commencer quelque chose de nouveau le lendemain. Il observa ses cibles s'éloigner et commença à penser à du poison, à une mort accidentelle, à un sniper, voire à une explosion. Il y a tellement de façons de les tuer qu'il devrait garder les yeux ouverts même en dormant. Mais ils ne sont pas aussi naïfs qu'ils le pensent. Jasper demande si c'est vraiment une bonne idée de le laisser comme ça, ajoutant qu'Arthur n'a probablement pas retenu la leçon. Honnêtement, cela ne sert à rien de s'occuper de lui à moitié, mais il serait disqualifié s'il tuait un autre participant. Melo dit à son subordonné de surveiller, car Arthur est déjà entre ses mains. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Arthur est choqué d'apprendre que son principal subordonné avait disparu. Il devait faire quelque chose d'important pour le plan d'assassinat, mais d'autres ont entendu de l'instructeur qu'il avait été recalé au test et avait quitté la salle d'entraînement. Le chef n'y croit pas, car il n'a été informé de rien. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'un autre subordonné a également disparu. Certains l'ont vu ce matin-là, l'air pâle, disant qu'il allait se reposer dans sa chambre. Arthur devient furieux qu'il soit absent sans l'avoir prévenu et le rappelle qui est le chef. Se tournant vers la personne la plus proche, il confie la prochaine mission à celle-ci et avertit le reste qu'il y aura une autre réunion ce soir-là. Le lendemain est arrivé. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur. Il pensait que personne ne manquerait la réunion, mais il n'y avait pas une seule âme avec lui dans le réfectoire. Tremblant, il se demanda pourquoi tout le monde était absent. C'est alors qu'un coup fort résonna à la porte. Elle s'ouvrit et Aaron entra en l'appelant. Sans attendre sa présence, Arthur demanda pourquoi il était là à cette heure-ci. Ayant quelque chose à dire, l'instructeur alla droit au but. Les 14 membres de sa délégation avaient été interdits de participer à
à l'examen de sélection. Sans se soucier de la réaction horrifique d'Arthur, le jeune homme continua en disant qu'il devait encore former un groupe de 5 personnes s'il voulait participer à la prochaine étape. Aaron partit sans se préoccuper, disant qu'il avait 5 jours pour rassembler des gens. L'homme autrefois arrogant se retrouva complètement seul. Soudain, il se mit à pleuvoir cette nuit-là, et Arthur se recroquevilla dans sa chambre, tremblant de peur. L'anxiété s'était emparée de lui, convaincu que la cause de son malheur n'était autre que son ancienne cible. Il se désespérait en essayant de trouver un moyen de rassembler suffisamment de personnes en si peu de temps. C'est alors que d'énormes yeux profonds apparurent. Mélo était à ses côtés, avec une apparence sans vie, fixant son âme comme un esprit hanté. Arthur poussa un cri de terreur et s'enfuit du dortoir. En courant dans les couloirs, il se demandait comment le jeune homme avait pu entrer dans sa chambre, puisqu'il était certain d'avoir fermé la porte à clé. En tournant un coin, la même silhouette à l'apparence creusée apparut, sans même le regarder. Arthur trébucha en arrière et tomba sans. Il est tombé assis par terre, suppliant pathétiquement pour qu'il ne s'approche pas, avant de s'enfuir pour sauver sa vie. Tout l'immeuble semblait vide et silencieux, à l'exception d'une respiration lourde provenant d'une cabine de toilette isolée. Il essayait désespérément de se calmer, ne serait-ce que pour un bref instant. C'est alors qu'il entendit la porte grincer en s'ouvrant. Essayant de rester aussi silencieux et caché que possible, il cessa tout mouvement. Malheureusement, une ombre apparut devant sa cabine. N'ayant nulle part où s'échapper, il se maudit d'avoir peur. Après tout, il faisait partie de la fière famille Sterling. Même s'il n'arrivait pas à arrêter de trembler, il rassembla son courage et donna un coup de pied dans la porte, prêt à se battre. Cependant, il n'y avait rien, personne. Il n'eut même pas le temps de ressentir du soulagement, car il sentit une présence sinistre apparaître derrière lui. Arthur se retourna centimètre par centimètre, comme si cela pouvait changer le résultat. À cet instant, un cri assourdissant résonna dans tout le dortoir. Arthur était submergé par la terreur, se demandant ce qu'était réellement la personne devant lui. Elle était apparue de nulle part dans sa chambre, surgissant soudainement où qu'il aille. Reculant de peur, il demanda comment le jeune homme avait réussi à le surpasser dans le domaine de l'assassinat, puisqu'il ne semblait toujours pas comprendre. Mélo partagea alors un petit secret. Il énuméra plusieurs compétences: transparence, camouflage, fantôme, entre autres. Au total, il a lancé près de 10 types de magie d'invisibilité, rien que pour recréer la technique du brouillard caché, une compétence secrète d'élimination du son que seulement 10 personnes dans le monde savent utiliser. Le jeune homme en face de lui l'a reproduite avec de la magie et sans même transpirer. Mélo lui rappelle comment il avait visé sa famille et promet de lui rendre l'appareil 10 fois pire. Il n'y a plus de place pour les excuses et l'homme gênant est sommé de quitter immédiatement la salle d'entraînement. Les pupilles d'Arthur tremblaient sous le regard qui le fixait. Il savait que peu importe où il se cacherait, où il irait, Mélo pouvait y aller le tuer à tout moment. Le lendemain, Aaron, aussi impulsif qu'il soit, était occupé par le travail comme toujours. Il observait les équipes qui avaient été formées et qui étaient prêtes pour la prochaine étape. Pendant ce temps, Arthur fit ses valises et quitta le salon des guerriers ce matin-là. Il ne restait maintenant que 2 principaux candidats au titre de guerrier divin, Mélo et Max. Tous deux étaient de sérieux concurrents, et même Aaron n'arrivait pas à prédire qui l'emporterait. Pendant ce temps, dans le manoir de la famille Wilson, Olivia était pensive. Elle s'inquiétait pour Mélo, se rappelant le commentaire du premier guerrier divin qu'il avait reconnu comme l'élément surprise du processus de sélection. À ce moment-là, quelques coups rapides retentirent à sa porte. Un majordome entra en courant dans la chambre, balbutiant en apportant des nouvelles concernant le garçon qu'ils avaient envoyé pour l'épreuve des guerriers. Selon un message qu'il avait reçu, il était désormais un sérieux candidat pour être choisi comme vainqueur. En même temps, il venait de recevoir une invitation pour un thé chez la famille Evans. Olivia savait qu'il était talentueux, mais ce niveau de réussite dépassait largement ses attentes. Ayant accepté l'invitation, elle arriva plus tard dans le jardin de la rose cramoisie du manoir Evans. Était présente aux télémères de Max et Arthur, Rose et Mera, ainsi que Olivia en tant que représentante de la famille Wilson. Pour commencer la rencontre, l'hôtesse remercia tout le monde d'être venu malgré l'invitation si soudaine. La matriarche des Sterling déclara qu'il était naturel de resserrer les liens, puisque le guerrier divin viendrait de l'une de leurs familles. Cependant, elle critiqua la décision de la famille Wilson d'adopter comme moyen de compenser leur incapacité. Pire encore, il était inconcevable que, parmi les candidats possibles, ce soit un esclave jusqu'à récemment. Ces paroles pourraient être offensantes pour les personnes concernées, mais elle ne fait qu'exposer les possibilités. Ensuite, elle dit sans vergogne que Olivia a peut-être séduit l'instructeur, ce qui expliquerait tout. Après ce commentaire ouvertement insultant, un vent froid et tendu souffla alors qu'ils se regardaient. Rose prit la parole avec élégance, disant qu'il était indiscutable que Mélo était arrivé jusque-là. Alors il devrait arrêter de chercher des raisons. Mera présente des excuses indifférentes, ajoutant qu'en réalité, elle ne se souciait même pas de lui. Sa famille gagne sa vie grâce aux assassinats, et elle est convaincue que son fils peut facilement surpasser Max. À ce moment-là, le majordome de la famille l'appelle avec une nouvelle. Il s'approche pour lui murmurer les événements remarquables, et les yeux de la matriarche s'écarquillent de choc et d'incrédulité. Elle vient de recevoir la nouvelle qu'Arthur a passé le test de sélection, mais qu'il a été immédiatement rejeté. Face à sa réaction, on lui a demandé ce qui n'allait pas, mais elle s'est simplement levée et s'est excusée brusquement, disant qu'elle avait une affaire urgente à régler. La chef de famille est partie rapidement, et Rose n'était pas assez naïve pour ignorer les signes. Avec cela, elle se rend compte que les candidats au titre de guerrier divin ne sont plus que 2. Elle considère que c'est mieux ainsi, puisque les Sterling sont entachés par la violence et une impolitesse injustifiée. Les 2 dames de la maison conviennent de jouer franc jeu à partir de ce moment-là. Refermant son éventail d'un claquement autoritaire, la matriarche des Evans déclare que Max semble considérer Mélo comme son égal depuis le début. Dans le dictionnaire de leur famille, le mot défaite n'existe pas, et son fils va encore plus loin. Il ne cherche pas seulement à devenir le guerrier divin de cette génération, car le titre de héros lui a déjà été proposé. Les humains ont un ennemi commun, les démons, et s'allient tous les 10 ans pour les soumettre. Les gens vivent dans la peur chaque jour à cause de ces monstres, incapables de s'en occuper seuls. Cela dit, il est également de notoriété publique que les 2 forces sont dans une impasse depuis 100 ans. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans. Dieu a envoyé un message divin concernant une avancée en contactant l'oracle à travers un rêve. On raconte que le gardien de l'humanité, quelqu'un doté d'un pouvoir écrasant, allait apparaître comme son héros. Déjà, en imaginant que cette personne viendrait de la famille Evans, Olivia demande si cela a un rapport avec Max. Rose répond que c'est exactement ça, et que son fils ne connaît pas le mot défaite, car il ne l'a jamais vécu. Pendant ce temps, dans le hall des 100 guerriers, Aaron a rassemblé tous les participants pour la 4e épreuve. Il y avait beaucoup de monde, mais il ne restait que 2 candidats remarquables. Aaron annonce que le thème de cette phase serait la stratégie de donjon. Tout le monde a marché jusqu'à la masure du
labyrinthe qui a été créée spécialement pour le processus de sélection. Elle contient des monstres terrifiants, des pièges infernaux et des défis extrêmes. À la fin de tout cela, il y a un minure qui attend et le premier à le vaincre remporte l'épreuve. Il se rassemble à l'entrée et l'instructeur est surpris de voir le groupe de personnes derrière Melo qu'il pensait ne pas être du genre à se joindre aux autres. À ses côtés se trouvait Jasper, accompagné de tous les subordonnés qu'il avait recrutés. D'un simple regard, il était évident que c'était désormais le groupe le plus fort de la salle. De l'autre côté, Max était seul. L'instructeur lui demande pourquoi il est seul, mais la question lui est retournée et on lui demande si cela pose un problème. Le but du test est de voir comment quelqu'un s'en sort en tant que leader. C'est pourquoi tout le monde a été invité à former des groupes. Il rétorque qu'il a bien formé une équipe, mais qu'il accomplira tout de même la mission du donjon en solo. C'est pourquoi il a dit à ses compagnons de rester en arrière. Et selon lui, cela ne viole aucune règle. Aaron est surpris et se demande pourquoi quelqu'un affronterait une telle mission tout seul. Le candidat le plus fort déclare qu'il ne veut pas de gens autour de lui et que c'est aussi simple que ça. Tandis que l'instructeur souriait face à la situation, Melo écoutait en arrière-plan. En entendant ce que disait son rival, il se souvient de Val, avec qui il discutait souvent de combats en un contre un. En tant que plus fort de leur camp respectif, ils servaient de représentants, pouvant se battre de tout leur cœur. En imaginant son visage, il repense à ce souvenir avec tendresse et ne peut s'empêcher de sourire. Melo pensait qu'il ne rencontrerait que des gens ennuyeux à l'examen, mais il semble qu'il ait aussi trouvé des personnes intéressantes. 4 équipes sont en compétition et des examinateurs les accompagneront pour les évaluer tout au long du parcours. Voyant l'expression de Melo, quelqu'un demande s'il y a un problème, puisque le donjon semblait compliqué. Le candidat demande s'il y a une condition à remplir. Cette fois, il risque essentiellement leur vie et les personnes inutiles ne survivront pas. Les candidats doivent apprendre ce que signifie être un leader et en assumer la responsabilité. L'ancien seigneur démon souriait en entendant cela, interprétant cela comme la permission de faire exactement ce qu'il voulait. Après un certain temps, il est enfin l'heure de commencer l'épreuve. Au final, seuls quelques-uns intégreront la troupe. Pendant ce temps, Jasper pensait à son maître. Quelqu'un appelé Melo qui se déplaçait le long du mur extérieur du labyrinthe. Il tenait un morceau de papier et disait « L'endroit correct doit être par là ». En localisant le point exact, il a imprégné sa lame d'un mélange concentré de magie et d'aura, tout en fixant l'endroit avec une concentration intense. Les autres ont essayé de lui demander ce qu'il s'apprêtait à faire. Le jeune chef a alors planté sa lame, la poussant profondément dans le mur. Tous ont écarquillé les yeux, choqués, en voyant la couche extérieure s'ouvrir. Ils ont demandé à Aaron si les murs pouvaient être brisés aussi facilement. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. La pierre devant eux était censée être aussi résistante que les matériaux les plus durs connus de l'humanité. Jasper a félicité et admiré l'exploit, mais il se demandait pourquoi il exhiberait ainsi sa force. En voyant son maître se préparer à un autre coup, il a compris ce que Melo comptait faire et n'arrivait pas à croire à cette idée absurde et sans précédent. Melo attaqua de nouveau, puis encore une fois, disant qu'il devait aller tout droit, car c'était le chemin le plus rapide et le plus efficace vers l'objectif. Il souriait en brisant plusieurs couches du donjon, laissant les spectateurs choqués et impressionnés par sa force. La 4e épreuve était la stratégie du labyrinthe de la prison souterraine. Les participants devaient surmonter des monstres féroces et d'innombrables pièges. Celui qui vaincrait le Minotaure dans la partie la plus profonde du donjon en premier gagnerait plus de points. Enfin, c'était l'intention, mais maintenant les murs de la structure étaient en train de s'effondrer. Jasper ordonna à ses hommes de suivre Melo aveuglément, mais il ne pouvait s'empêcher de rester bouche bée devant le talent du nouveau chef. Le jeune homme franchit une couche de plus avec un sourire, la découpant comme si c'était du beurre. C'était ce à quoi s'attendaient ceux qui le connaissaient vraiment, et s'il continuait à ce rythme, il marquerait des points encore plus rapidement. Cependant, même sans autant de précipitation, ils entreraient probablement dans l'histoire. Pendant ce temps, Max se tenait lui aussi sur la couche la plus externe du mur. Au lieu de marcher d'un côté à l'autre comme Melo, il appuya doucement un doigt sur un point précis, concentra son énergie et força jusqu'à ce que ça casse. Tout comme son rival, mais de manière bien plus raffinée. L'instructeur resta stupéfait devant ce qu'il venait de voir. Il travaillait au comité de sélection depuis 2 décennies, mais il n'avait jamais vu un candidat comme celui-là. Il avait l'impression que ses yeux lui jouaient des tours en voyant le jeune homme apparemment prêt à traverser le donjon de cette façon. Il demanda, surpris, ce que Max venait de faire. Max expliqua que tout a un point de rupture. Chez les êtres vivants, c'est un point clé qui relie toute chose, mais aussi un point faible qui rend la vie vulnérable. Cela dit, les briser est simple, surtout pour lui. Si tu as assez de talent pour suivre cette méthode, alors vaincre le labyrinthe sera un jeu d'enfant. Le prodige avait toujours été le meilleur, et il savait que ce serait pareil pour cette épreuve. Après tout, il était déjà considéré comme le meilleur. L'instructeur se demanda s'il visait encore plus haut. Max était digne du nom Evans et du rôle de vassal du royaume. D'après la carte, le minure devait se trouver juste de l'autre côté de cette coupe. Max poussa le mur une fois de plus, et l'homme se demanda si des gens comme lui existaient encore. Le mur se brisa, mais pas à l'endroit où Max visait. Il explosa ailleurs, alors que le corps du minure le traversait violemment. Ils regardèrent la créature, perplexes, d'autant plus en voyant l'état dans lequel elle se trouvait. Avant même que le représentant des Evans n'atteigne la partie la plus profonde, la cible avait déjà été vaincue. Incrédules face à ce qui venait de se passer, ils se retournèrent et virent Melo, indemne et serein, tenant son épée sur l'épaule avec un sourire présomptueux. Il dit « Quel dommage !» Le prodige était à un pas de la victoire. La provocation a touché l'orgueil de Max, qui avait toujours été le premier dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait été loué toute sa vie. Tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il ne devienne le guerrier divin de son époque. Cependant, désormais, toute l'attention était tournée vers Melo, et tous le regardaient comme s'il était un monstre. Pour la première fois depuis sa naissance, Max faisait face à une existence comparable à la sienne. Pendant ce temps, chez les Evans, Rose et Olivia prenaient le thé lorsque le majordome arriva avec des nouvelles concernant l'épreuve de stratégie dans le donjon. Elle demanda à entendre tout de suite, sans se soucier de la visite, puisqu'elle finirait par l'apprendre de toute façon. C'était une coïncidence incroyable, et elle était convaincue que son fils l'emporterait. Le rapport indiquait que Max avait traversé le donjon à une vitesse dépassant l'entendement, détruisant les murs de la prison pour atteindre l'objectif par le chemin le plus court, battant tous les records. Rose gloussa et applaudit de joie, fière de son fils. Olivia, en entendant parler des murs détruits, commenta « C'est vraiment un monstre ». À la surprise des deux femmes, le majordome apporta enfin la nouvelle tragique. Le jeune maître était arrivé en 2e place à l'épreuve. En revanche, le calme Melo, de la famille Wilson, avait pris la première place, accomplissant la tâche encore plus rapidement. Incrédule, Rose afficha une expression rahurie, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle frappa violemment sur la table, furieuse, trouvant impossible que son précieux fils ait terminé
terminé à la deuxième place et insista sur le fait qu'il devait forcément y avoir une erreur. Elle demanda si c'était vraiment vrai. Mais le majordome ne pouvait pas mentir. Olivia n'avait adopté Melo que pour qu'il puisse passer l'examen, et cela ne l'aurait pas dérangé s'il avait abandonné en cours de route. Cela dit, il avait toujours dépassé ses attentes depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. En pensant à ses exploits, elle se demande jusqu'où il compte aller avec ses résultats. Elle va devoir annuler son contrat d'esclave et restaurer l'honneur de sa mère, ce qui devrait être facile. À ce moment-là, Rose prit la parole en disant qu'elle craint que les gens puissent mal interpréter la situation. Ce n'est pas parce que leurs matriarches n'ont pas pu supporter les hommes que la famille Wilson peut simplement adopter des esclaves. Avec une expression froide et menaçante, bien différente de son attitude habituelle, elle avertit Olivia de ne pas croire qu'elle a vaincu sa famille. Elle affirme fermement que la quatrième étape ne prouve pas toute la valeur de leurs représentants. Ça a dû être juste une coïncidence, et les militaires resteront toujours des militaires. Alors, Olivia ne devrait pas commencer à rêver. Olivia dit qu'elle a ressenti exactement la même chose. Au début, il était impossible de croire à la force de Melo. Cependant, elle s'est vite rendue compte que sa progression rapide n'était ni de la chance ni une coïncidence. À présent, elle peut affirmer avec confiance qu'il est capable de surpasser Max. Cette déclaration audacieuse et téméraire prend Rose au dépourvu. Elle soupire, reprend son calme et demande à la visiteuse de partir, car elle a perdu tout enthousiasme. Olivia s'agace de l'audace de l'hôtesse, qui l'avait invitée là en premier lieu. En sortant et en se dirigeant vers la calèche, elle aperçoit la matriarche qui l'observe par la fenêtre, la fixant d'un regard brûlant. Elle n'aurait jamais imaginé que son fils puisse perdre, alors elle décide qu'il vaut mieux agir avec prudence. Appelant le majordome, elle lui dit qu'il doit déjà savoir ce qu'il a à faire. S'inclinant respectueusement, il répond qu'il a déjà commencé à agir et qu'il propose son aide. Comme toujours, il est excellent. Ayant obtenu la réponse qu'elle souhaitait, la nuit s'approfondit et un nouveau jour ne tarde pas à commencer. Les examinateurs de la sélection tiennent une réunion et les vainqueurs se résument en gros aux deux principaux candidats. Ils avaient déjà surmonté des épreuves et des tests uniques, dignes du titre de guerrier divin. S'ils s'entraînent avec encore plus de rigueur, le guerrier le plus fort de tous les temps est sur le point de naître. Alors que les autres restaient bouche bée devant cette déclaration, Aaron sourit avec satisfaction, fier d'être témoin de ce moment en tant que guerrier. Soudain, ils entendirent des cris venant de l'extérieur, demandant à quelqu'un de s'arrêter, car une réunion était en cours et il avait été demandé de ne pas être dérangé. L'intrus força l'entrée. Un vieil homme fit irruption avec autorité, plantant sa canne dans le sol et demandant s'il savait qui il était. Même Aaron fut surpris de le voir là. L'homme était Walter, l'aîné de la famille Evans. Il déclara avoir entendu une rumeur selon laquelle il y aurait quelqu'un d'aussi talentueux que son descendant Max, et c'est pourquoi il était venu faire une demande. Il ordonne que les deux candidats s'affrontent, car il vaut mieux choisir le guerrier divin le plus tôt possible. Aaron proteste, n'étant pas d'accord avec l'idée et demandant d'attendre un peu plus avant de décider du véritable vainqueur. Il insiste sur le fait qu'ils doivent passer par plus de tests et d'entraînement, et que quelque chose comme ça est interdit avant l'examen, même si cela vient d'une demande de l'aîné. Cependant, Walter se moque bien de l'avis du jeune homme. C'est ainsi que les choses se passent dans la famille Evans. Et si les trois anciens et les quatre empereurs de l'épée sont d'accord, même la sélection du guerrier divin peut être annulée. L'instructeur méprise le vieil homme pour avoir essayé d'introduire la politique dans l'examen. Lui et les 6 autres avaient déjà donné leur approbation, donc cela allait se faire sans plus de discussion. Prenant position, il précise clairement, c'était un ordre, pas une demande. Aaron a du mal à contenir son envie de protester à nouveau, mais on lui conseille de ne pas s'en faire. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'une personne dont il n'avait jamais entendu parler devienne le guerrier divin. Plus tard dans la soirée, le saint de l'épée retrouve Melo pour l'informer des événements récents. À sa grande surprise, le jeune homme ne semble pas contrarié et demande simplement quand aura lieu le duel. Il aura lieu dans l'après-midi, dans 3 jours, et le vainqueur deviendra le guerrier légendaire du royaume. Aaron s'excuse, pensant qu'il aurait dû passer plus de temps à l'entraîner. Cependant, le jeune homme dit qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait dans la salle d'entraînement et que cela est déjà plus que suffisant. Il est aussi confiant qu'il a toujours été, mais l'instructeur se demande s'il ira vraiment bien. Débordant d'aura divine, Melo déclare que l'examen de sélection des guerriers touchera bientôt à sa fin. Le jour de la bataille finale était arrivé et les deux candidats se trouvaient dans leur salle d'attente respective. Ils ne pouvaient utiliser qu'une épée en bois et le combat se terminerait lorsque quelqu'un se rendrait ou serait incapable de continuer à se battre. Melo se lève en disant qu'il a quelque chose à dire. Il tend la main à Aaron, disant que c'est lui qui s'est occupé de lui jusqu'à présent. Sur ce, il remercie l'instructeur pour tout ce qu'il a appris. Incapable de retenir son sourire et le visage légèrement rougi, Aaron serre la main de son élève et dit qu'il priera pour sa bonne chance. Sur ce, Melo parcourt les couloirs de la salle d'entraînement et s'arrête en ressentant une sensation étrange. Se tournant légèrement, il demande ce qu'un ancien de la grande famille Evans faisait là. Walter rit de la perspicacité du garçon, disant qu'il ne s'est même pas encore présenté. Cependant, quelqu'un peut savoir qu'il est même sans ce genre de formalité. Après tout, un ancien roi démon reconnaît un esprit de combat sombre quand il en voit un. Selon Aaron, la famille Evans compte l'un des 3 grands anciens, tous 2 maîtres des arts martiaux, mais le premier guerrier divin était complètement à l'opposé et donnait l'impression d'un sage. D'un autre côté, l'esprit combatif du vieil homme ressemblait davantage à celui d'un démon. Puisqu'il allait affronter Max, il est venu voir quel genre de personne était le garçon et il a déduit que Melo avait la même aura que lui. Il s'est moqué de l'ancien et lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose, car il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Cependant, ce n'était rien de tout cela. Il était venu demander un petit service. À sa grande surprise, l'homme lui demanda sans vergogne de laisser Max gagner le duel. Le candidat n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Walter insista, promettant que s'il acceptait la demande, il s'assurerait que cela en vaille la peine. Toute la famille Wilson, y compris lui, serait en sécurité et protégée pour le reste de leur vie. Ainsi, le véritable but du duel devint clair. Malheureusement pour eux, Melo n'était pas assez pourri pour se contenter de la 2e place. En tournant les talons et en refusant, l'assistant le réprimanda d'avoir été impoli envers un grand ancien, mais Walter se contenta de rire. Ravi. D'esclave, le garçon était monté jusqu'à la position la plus proche du guerrier divin et agissait désormais avec arrogance. Il afficha un sourire sinistre, excité par le combat, et certain que Max allait écraser cette arrogance. Melo arriva à l'entrée de l'arène et on lui demanda s'il était prêt pour le combat. Il sourit avec assurance, prêt à commencer à tout moment. Sur ce, les portes s'ouvrirent et il avança. Seuls les candidats pouvaient entrer dans l'arène, tandis que les autres assistaient depuis leur siège. À présent, toutes les personnes importantes étaient présentes. S'adressant à son adversaire, Max demanda s'il acceptait de disputer un peu avant le combat. Il déclara qu'il était né pour ce rôle, qu'il avait été élevé pour devenir roi et qu'il
s'était entraîné pour cela chaque jour. Avant même de s'en rendre compte, personne de son âge ne pouvait même le toucher, et il avait atteint le sommet des arts martiaux. Cependant, il lui arrivait parfois d'avoir peur. Le moment n'était pas loin où surgirait un guerrier divin capable de le surpasser. Il avait consacré sa vie aux arts martiaux pour devenir un être inatteignable, hors de portée de tous. Il était possible de donner le meilleur de soi-même même sans adversaire à sa hauteur. Mais alors, pourquoi brandir une épée? Le jeune prodige jura de tout faire pour vaincre ses ennemis et exister dans ce monde. Voulant prouver cela à Melo, il prit sa position de combat et laissa rugir son aura sacrée. Melo ne s'en soucia pas, mais le public fut choqué par sa puissance écrasante, reconnaissant qu'il était vraiment d'un autre niveau. Face à cette démonstration, certains disaient qu'il pourrait vaincre les 10 rois de l'épée et qu'il était peut-être au même niveau que les empereurs. Rosie observait et écoutait, amusé et bien conscient que son fils avait déjà surpassé tous les grades mentionnés. Après tout, le garçon devant eux était un génie sans égal, incomparable à tout ce qu'ils avaient déjà vu. Ce n'était peut-être qu'un examen, mais elle était impatiente d'assister à la chute de celui qui leur avait volé la première place. Le prévenant de ne pas tomber dès le premier coup, Max s'avança, les yeux brûlants de concentration. Cependant, il vit son adversaire se déplacer lentement et, en tournant, il se demanda si c'était une invitation. Il était convaincu que ce n'était pas le cas et que le garçon n'arrivait tout simplement pas à suivre sa vitesse. Son visage se crispa de frustration, croyant à tort qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qu'il pourrait appeler un rival. Bien que ce fût dommage, il brandit son épée pour mettre rapidement fin au combat. À ce moment-là, leurs regards se croisèrent et l'épée en bois fit contact. La force pure du coup souleva des nuages de poussière dans toute l'arène. La fumée et l'aura se dissipèrent peu après, et alors que tout le monde pensait que le combat était terminé, une voix familière se fit entendre. Max se proclamait roi, alors Melo s'attendait à quelque chose de plus. Tenant l'épée avec seulement 2 doigts, il déclara que toute sa puissance avait été décevante. En voyant cela, le prodige comprit qu'il avait été surpassé lors de l'affrontement. Serrant les dents, son attitude habituellement calme vola en éclats et il afficha une expression démente, pas très différente de celle de sa mère. Il dit au perdant de ne pas devenir trop arrogant. Retrouvant son calme après sa crise, Max recula pour prendre de la distance. Il fixa les yeux de son adversaire et commença à rassembler à nouveau sa puissance. L'arène fut envahie par son aura sacrée, qu'il libéra pour améliorer pleinement ses capacités physiques. Brillant de puissance et de colère, il révéla sa véritable forme pour la première fois. Mettant toute sa force dans les instants suivants, le jeune prodige se lança à l'assaut. Il attaqua à plusieurs reprises avec une vitesse qui défierait normalement même les meilleurs combattants. Cependant, Melo esquiva de tous les coups comme si de rien n'était, sans subir la moindre égratignure.